à tous et bienvenue dans ce café littéraire consacré comme tous les jours au rêve, un rêve général, thème de ce 40e salon du livre et de la presse jeunesse. Aujourd'hui, dans ce café littéraire, nous nous poserons la question suivante. Le futur se transformera-t-il en cauchemar quand les récits d'anticipation nous alertent? Voilà ce qui traverse les ouvrages de nos 4 invités. Cédric Fabre, bonjour. Vous nous interrogez dans la fabrique des héros sur le roman national français, sa cohorte d'icônes, une réflexion sur le collectif, le grand rôle des médias et le petit jeu des politiciens. Tout cela dans les rues de Marseille. Cédric, soyez le bienvenu. On est ravis de vous avoir à la table. 3 mots, 3 verbes, 3 adjectifs pour qualifier ce salon de la presse qui fête ses 40 bougies. À l'image des visages qu'on croise, jeunes, dynamiques et espoir, espérance. D'accord. Vous avez un problème avec les 3 voix. On a poussé un peu le bouchon, je vous ai vu. Je ne suis pas dupe. Puisqu'on est à Marseille, allez, on va y rester avec vous. Marion Brunet, votre dernier livre, Ilos, aux éditions PKJ, se déroule dans la cité phocéenne en 2052. Une ville submergée par la mer, gangrénée sous mainmise d'un commodore ultra puissant. Mais Nolan, Bonnie, Enoch, Ulysse et Yasmina entendent bien remettre l'humanité au centre de leur vie et de la nôtre. 3 mots pour vous, pour qualifier ce salon. Alors moi, je dirais intensité, amitié et rencontre. Voilà, amitié aussi parce que c'est quand même le lieu où on recroise tous nos camarades de travail et c'est très très agréable. Et rencontre parce que c'est le moment où on voit les lecteurs. Voilà. Claire Duvivier, bonjour. Entrez dans le monde et votre nouveau roman. Alors, il aurait pu s'intituler Sortir du globe. Ce globe où Xabi et 25 autres adolescents sont élevés à l'écart du monde. Un petit paradis qu'ils devront quitter pour entrer dans le monde. Non, finalement, changez pas le titre, il est vraiment très très bien. Alors, 3 mots pour définir l'anniversaire de ce salon. Bien pour ma part, je dirais curiosité, transmission et surtout fête, parce qu'un anniversaire, après tout, c'est quand même une occasion de célébrer ça. Estelle Faye, ravi de vous avoir avec nous. On vous a déjà vu quelque part, peut-être au café littéraire il y a quelque temps de ça. C'est votre seconde venue, on est ravis de vous recevoir. Vous aussi, vous nous projetez dans un avenir sombre, où respirer peut vous faire mourir, mais aimer peut vous sauver. 3 mots autour du salon. Alors, enthousiasme, imagination et foule, parce que quand même, il y a vraiment la foule, mais j'aime bien la foule. Alors, que serait le café littéraire si je n'étais pas aidé par des jeunes lecteurs qui sont plutôt même des journalistes, parce qu'ils lisent vos bios, ils prennent des notes, ils font un travail vraiment journalistique. Alors je peux vous dire que Ethan, qui est à mes côtés, il n'a pas fait semblant. Il a 4 pages devant lui, 2 questions. Alors, autant dire qu'on va avoir du mal à tout caser, Ethan, mais on va faire le maximum. Tu veux bien? Oui. Bon, Ethan, présente-toi un petit peu. D'où viens-tu? Alors, je suis un élève de terminale qui vient du lycée Charles de Gaulle à Poissy et on est ici avec le club lecture du lycée. D'accord. Si, imaginons, j'emmène tous les auteurs là dans ta chambre, on regarde ta bibliothèque, qu'est-ce qu'on va trouver comme livre? Pas mal de romans d'action et de science-fiction, un tout petit peu de fantasy et c'est tout. D'accord. Et là, tu lis quoi en ce moment? Là, dans ton cartable, qu'est-ce que t'as un livre? J'ai fini Ilos dans les transports avant venant. D'accord, bien, conscience professionnelle. On y va? On attaque? Allez, super. On attaque avec vous, Cédric. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes journaliste indépendant. Vous vivez et travaillez à Marseille, où vous animez pas mal d'ateliers d'écriture. Vous êtes passionné de culture rock, l'auteur de plusieurs romans, notamment Marseille's Burning, et ce très actuel, La Fabrique des héros, aux éditions Faction. Un mot, un petit résumé. Alors, on est du coup à Marseille, en France, dans une époque pas si éloignée de la nôtre. Et après des récents événements, le gouvernement va décider que les jeunes ont besoin de nouvelles figures. Et pour ces nouvelles figures, ils vont remodeler des jeunes pour les beaux yeux de la caméra. Voilà, inventer et créer des nouveaux héros un peu bidons. Tout à fait. Un peu bidon. Alors, vas-y. Déjà, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu es parti avec tous ces héros dans les rues de Marseille? Franchement, j'ai adoré celui-là. Il était très bien écrit. Il se fait poser beaucoup de questions.
Et des fois, on n'est pas sûr de ce qu'on lit. Est-ce que c'est encore une entourloupe? Alors, première question, pardon. Est-ce qu'il y a eu un déclic au moment d'écrire ce livre? Curieusement, parce qu'en général il y a un déclic, curieusement non. Il y a eu c'est un travail un peu de réflexion. J'avais écrit un roman jeunesse précédemment qui s'appelait Spoil, et je voulais réfléchir au lien qu'il pouvait y avoir entre une société, entre les adolescents avec lesquels je travaille beaucoup en collège et ailleurs, et la façon dont on fabrique ou dont on se représente un avenir. Le lien commun, je m'égare peut-être un petit peu, mais le lien commun à tout mon travail depuis quelque temps, c'est la façon dont, sur le roman jeunesse, puisque j'écris aussi des romans adultes, c'est la façon dont les jeunes se représentent l'avenir. Donc vont se représenter à un moment donné l'héroïsme, en l'occurrence dans ce roman-là. Le déclic, c'est un déclic plus de fond, je dirais, plus ponctuel en même temps, qui est j'ai 2 filles de 15 ans et 18 ans. Et je me suis rendu compte à un moment donné, il y a quelques années, c'était après le Covid, que les représentations de l'avenir que peut-être nous adultes on donnait, en tout cas que moi comme père je donnais, étaient catastrophistes, et c'était un peu un diktat. C'est-à-dire qu'il fallait être pessimiste de la façon dont le monde allait tourner. Parce que c'est mon cas, je suis pessimiste, et le déclic a été, mais en fait j'ai des enfants, j'ai fait des enfants, pourquoi est-ce que je leur inflige ma représentation du monde, comme s'il y avait une seule représentation de l'avenir possible? Là, on est réunis parce que avec des autrices aussi qui travaillent dans le domaine de la science-fiction, de l'imagination, de ce qui pourrait arriver. Personne n'a la même représentation. Il n'y a pas 2 auteurs et autrices qui font le même livre. Donc, redonner aux jeunes le droit de se fabriquer une vision de l'avenir qui leur appartient. Que des adultes considèrent qu'elle soit naïve, mensongère ou autre, n'est pas la question. On n'a pas à s'approprier, à imposer une vision de l'avenir. Ethan, toi, tu es plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir? Quand tu fermes les yeux, tu te projettes dans 30-40 ans? Moi, je vais rejoindre donc, je suis plutôt pessimiste, oui. Ah, tu es plutôt pessimiste. D'accord. Allez, on va essayer de trouver des raisons d'être optimiste. C'est peut-être le collectif, en fait, la raison d'être optimiste. Non? Alors c'est le collectif, oui, c'est ce que j'entends de plus en plus d'ailleurs en parlant avec des auteurs et autrices d'anticipation science-fiction. Reformule-moi la question, s'il te plaît. Je dis que peut-être le côté, l'aspect optimiste, réside dans le collectif, pardon. Et j'espère être parvenu à parler un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on glorifie beaucoup des actions individuelles, l'héroïsme, toujours des cas assez exceptionnels, un sans-papier migrant qui va sauver quelqu'un de la noyade, par exemple. Et à force de glorifier l'héroïsme individuel, on oublie qu'en fait la société fonctionne avec... il y a un héroïsme collectif aussi. Il y a l'action associative, il y a l'action syndicale, moi je le revendique un peu comme ça. Il y a l'action collective qui est un véritable moteur d'espoir, mais c'est là que réside l'espoir. Se contenter de valoriser les actes et actions individuelles, à mon avis, va éteindre un peu les lumières et les projecteurs sur ce qu'est l'action collective. On ne peut transformer quelque chose qu'ensemble. En fait, l'espoir est quelque part dans le fait de dire non et dans la révolte, quelque part. Chaque nation se fonde de ce qu'on appelle un roman national, composé d'héros et d'héroïnes qui ont forgé son histoire. Et du coup, ça a poussé jusqu'à cette émission de télé-réalité dans votre roman. Et est-ce que ce ne serait pas une critique justement de ce roman national? Et est-ce que ce roman national, finalement, il n'est pas vraiment nécessaire? C'est un peu l'idée que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et l'histoire en cours, elle est aujourd'hui quasiment ce qui nous arrive, ce que nous faisons. C'est quasiment quelque chose qui est orchestré, mis en scène perpétuellement par le pouvoir. Donc la façon dont les choses se déroulent, la façon dont on lit l'histoire, donc même le pessimisme peut être une affaire de pouvoir. Contrôler la façon dont les choses se passent est un peu c'est une manière d'orienter l'avenir finalement.
Saïd, c'est un personnage qui n'a pas son libre arbitre dans le livre. Et d'abord dans cette télé-réalité, puis sous le contrôle des trafiquants de drogue. Chacun essaye de l'avoir comme étendard. Mais finalement, qu'est-ce qui lui a manqué selon vous pour atteindre cette liberté? À quel personnage, pardon? Saïd. Saïd. Il lui a manqué peut-être un peu d'espoir. Et là, je parle d'un jeune des quartiers, comme on dit à Marseille. Donc Avec qui vous travaillez, dans la hein, cité, avec qui vous travaillez, ouais, ouais. Qui sont des jeunes que je connais, que je fréquente, avec qui je travaille depuis des années. Oui, certains que je connais bien. Ce qui manque, je pense, en plus, l'histoire se passe à Marseille. Moi, je crois que dans un roman, on fait tout. Le territoire est très important. Le lieu où on parle est très important. On raconte pas les mêmes histoires en Finlande et à Marseille, par exemple. On n'a pas les mêmes problématiques. Chaque ville est spécifique. À Marseille, on a une fracture nord-sud. On a une ville qui est coupée en deux. Où au nord de la ville, il y a quasiment maintenant quelque chose qui s'appelle le réseau. C'est le trafic avec le charbon, tous les jeunes qui travaillent pour le réseau et qui sont interchangeables. Aujourd'hui, les truands arrivent à faire en sorte que des Vous gamins parlez de du trafic 16 de ans, drogue, hein, ouais, précisons. que des gamins de 16 ans tuent des gamins de 15 ans, en fait, ce qui est assez terrifiant. Et mon personnage, qui pourrait devenir un héros, c'est qu'à un moment donné, il ne va pas se conforter à une histoire qui fait que si c'est un héros, il va avoir une place dans la société digne de ce nom parce qu'il n'y croit plus. D'autres personnages y croient pour lui, peut-être. Mais lui n'y croit plus. Je pense que c'est... Et là, c'est quasiment... c'est mon regard sur les jeunes que je connais dans les quartiers, qui est qu'effectivement, le fait d'y croire est un peu terminé. Il faut redonner... de la lumière, je ne sais pas comment. Oui, justement, c'était ma question. Comment, c'est quoi? C'est remettre de la culture, remettre de l'envie, des perspectives Moi, oui, je crois avec ce que je fais. Moi, j'interviens effectivement beaucoup dans les collèges difficiles à Marseille, mais je travaille aussi avec des mineurs délinquants, je travaille en prison. Enfin, on est de nombreux auteurs et autrices à faire ça. Et là, on se rend compte que finalement, la culture, les livres donnent du sens. On est peut-être à un moment de perte de sens qui est extrême, individuel et collectif. Donc, comment on retisse du sens? Et la littérature, mais aussi la musique et aussi le cinéma et les séries permettent de se reconnecter à un partage, à un flux qui partage des valeurs qui sont communes. Ces jeunes ont les mêmes valeurs que des jeunes des quartiers riches, simplement... elles sont difficiles à défendre, il est difficile d'y adhérer, physiquement difficile d'y adhérer. Une dernière question, Ethan? Il y a une forte critique des médias, de la politique, ainsi que des policiers dans votre roman. Est-ce que c'est un peu une critique de la société française globale avec une Marianne mise à mal? Il y a toujours de la critique de politique dans mes romans, mais dans beaucoup de romans. Moi, je viens du roman noir aussi, qui est quasiment un genre littéraire de critique sociale. Mais il y en a énormément dans la science-fiction aussi. Je pense d'ailleurs que les vraies questions aujourd'hui, elles se traitent plutôt dans la science-fiction. Les vrais défis qu'on a, c'est plutôt dans la science-fiction que dans le polar et le roman noir. Après, je pense que j'ai encore perdu le fil, pardon, mais je pense que les médias ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer parce que ils ne sont pas capables en fait de comprendre ce qui se passe. Ce sont, je gage que ce sont nos histoires, nos romans, la diversité de ces histoires qui peuvent quelque part expliquer ce qui nous arrive. Ma seule question d'écrivain depuis toujours, c'est qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? C'est la seule question à laquelle moi j'essaye de répondre en racontant une histoire, collectivement, individuellement. Mais qu'est-ce qui est bien en train de nous arriver? Est-ce que c'est la fin de l'Europe? Est-ce que c'est le début de l'Europe? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est le début d'un autre monde? Qu'est-ce qui nous arrive? On va passer à vous, Marion Brunet. Votre roman Sans foi ni loi, paru en 2019, revisiter les codes du western. Vous avez obtenu la pépite d'or 2019 de ce salon du livre. Donc vous êtes un petit peu chez vous, quand même, ici aussi. Vous naviguez entre la littérature générale et jeunesse. Et vous êtes là aujourd'hui pour une saga absolument passionnante, Ilos, Marseille, comme vous ne l'avez jamais rêvé ou cauchemardé. Ça dépend.
On va en discuter justement avec Ethan. Ethan, peux-tu nous résumer ce Ilos? Alors, nous sommes à Marseille en 2052 et après 8 tsunamis et une forte montée des eaux, la ville est recouverte, enfin, est partie immergée. Et on suit Nolan, qui, avec son frère Gal, sont les meilleurs apnéistes de la ville, qui se servent de ce talent pour gagner leur vie en allant chercher des objets au fond de l'eau. Mais quand le caïd de la ville va envoyer Gal chercher un objet et que ce dernier ne remonte pas, la vengeance va entrer en jeu. Alors, est-ce que tu as plongé toi aussi dans les eaux de Marseille? Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai adoré l'histoire, elle est magnifique et beaucoup de personnages secondaires qui sont tous aussi bien écrits que le perso principal et j'ai vraiment adoré. Merci. Alors, vas-y, je te laisse avec Marion, mais pas trop longtemps. Veille. Ouais. Pourquoi avoir choisi Marseille comme lieu principal de ce roman? Parce qu'on a vraiment l'impression que Marseille est un personnage à part entière dans cette histoire. Bah, là-dessus, je rejoins Cédric. C'est vrai que je trouve que le territoire est super important. Alors, mes romans ne se passent pas tous à Marseille, en revanche, mais il y en a quelques-uns. Et je vis à Marseille. Donc déjà, tout simplement, ça me permettait de connaître très très bien les lieux et de pouvoir les imaginer. Donc imaginer cette ville dans laquelle je vis au quotidien sous les eaux, ce qui était aussi un exercice assez amusant, même si c'est pas le roman n'est pas totalement amusant. Voilà. Alors, moi, je trouve, je sais pas si c'est un reproche. Je me suis posé la question. C'est pas un reproche, mais je voulais lui poser la question. En fait, je trouve que Marseille sous l'eau, c'est magnifique. Mais et Marseille hors de l'eau, c'est magnifique aussi. Hein. Non, c'était pas une vanne de Parisien du tout. Non, mais dans votre roman, c'est beau en fait, Marseille qui est un petit peu submergé. Et alors du coup, on se dit, bon, ok, il y a eu 8 tsunamis, mais il y a quand même quelque chose de beau dans la catastrophe. Alors, ça, ce que je veux dire? J'avais très envie, je crois, de créer une sorte d'univers presque un peu onirique. Avec cette idée de Venise en fait, c'est quand même un peu, ça fait un peu fantasmer une ville avec de l'eau entre les rues. Donc oui, il y avait quelque chose de l'ordre de la beauté aussi que j'avais envie de mettre en scène, y compris d'ailleurs avec ces espèces étranges qui ont migré. Et qu'on peut trouver tout autour de la ville avec les méduses, Kissinja, il y a même un requin à un moment. Enfin voilà, il y a aussi quelque chose d'un peu excitant à imaginer toutes ces espèces animales qui sont là alors que concrètement elles n'ont rien à y faire. C'est peut-être aussi tout l'envie de créer pas seulement un univers déprimant et horrible parce que la ville est quand même très sale. On a quand même aussi les inégalités sociales qui se sont creusées encore plus fort qu'aujourd'hui. On est quand même dans un univers qui est terriblement prévisible par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais qui est noir. Je veux dire, il n'y a plus de services publics, l'enseignement est devenu payant. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses pas du tout positives, mais ouais, il y a une espèce de beauté un peu onirique, c'est le mot qui me vient. Voilà. Ethan, on t'écoute. Ouais. Justement, sur ces personnages secondaires, on a l'impression qu'entre eux, il y a un peu de factions qui se créent, entre les optimistes et les pessimistes. Et est-ce qu'il faut essayer, selon vous, de résister ou essayer de s'adapter? Waouh, résister ou s'adapter, on a longtemps devant nous, parce que je trouve que c'est une question hyper intéressante, mais sur laquelle j'aurais énormément de mal à répondre comme ça. Les deux, en fait, j'ai envie de dire résister, ça c'est sûr, résister à certaines choses. Après, ne pas résister à tout. Si on résiste à tout, concrètement, on devient aussi un vieux réac. Et j'espère ne pas devenir un jour une vieille réac. Donc la capacité d'indignation, c'est ça C'est ça, garder la capacité d'indignation, mais ne pas s'opposer à tout changement, quoi. Voilà. Donc s'adapter aussi à certaines choses, y compris en voyant l'univers de jeunes auxquels nous, on n'est pas adapté, on n'est pas de la même génération, donc les choses qui vont séduire, attirer, intriguer peut-être des jeunes, nous on n'est pas à cet endroit-là, on n'est pas au même endroit, c'est rester ouvert, rester curieux de ce qu'ils ont à proposer, quoi. Voilà. La question des migrants climatiques dans ce roman, elle est un peu centrale. Et l'histoire de Nina aussi est liée. Oui. Et beaucoup de novlangue est utilisée. Et vous en pensez quoi de cette novlangue?
Alors, il y a plein de questions dans la même question. C'est une question disruptive. Oui, c'est hop à tiroir. Il y a, est-ce que tu peux me redire la première? Moi, je trouve pas qu'il y ait de clivage entre eux, de espoir, pas espoir. Je trouve qu'ils sont tous... ils essayent, quoi. Ils font comme ils peuvent. Et il y a le collectif qui là, vous vous rejoignez. Oui, mais parce qu'on écrit des romans politiques. Envisager le futur, c'est déjà politique. Donc forcément, il y a la question de l'individu, du collectif. C'est nos questions, je crois, récurrentes, forcément. Il y a des réponses, déjà. Il y a des réponses. Vous saviez, Cédric se demandait quelle réponse apporter. On en a par le collectif des réponses. C'est une voix. Oui, mais le collectif n'est pas toujours entendu. Oui. Je veux dire, on est quand même là, puisqu'on parle politique, on vient quand même de vivre un moment politique complètement surréaliste. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur la dernière question que tu poses autour de la novlangue et qui me fait penser au bouquin que j'ai amené et que je voulais proposer. Donc j'anticipe un petit peu. Un tout petit peu, hein. Tout petit peu, qui est 1984 de George Orwell, qui est quand même un gros classique, et dans lequel toute la question du langage et de la novlangue, justement, est traitée évidemment 1000 fois mieux que ce que je l'ai fait dans Ilos, mais voilà, qui m'a évidemment inspiré. Et quand on parle justement de Nina, qui est en fait une migrante dont toute la famille s'est noyée, c'est la seule survivante de ce bateau, et maintenant on les appelle, donc dans Ilos, le gouvernement les appelle les exogènes. Donc c'est trouver un autre mot pour dire quelque chose qui dérange un petit peu, et on a des tas d'exemples dans la politique actuelle qui mènent vers ça. Voilà. Et on l'a énormément dans 84 avec la vérité qui change. En fait, c'est le cœur du roman. C'est la vérité alternative. Voilà, c'est ça. Bien entendu. Donc dans ce monde, l'éducation s'arrête la majorité du temps en 3e. Et la plupart de la population, du coup, n'a plus accès à l'éducation avec l'augmentation des pauvretés. Pour vous, quel serait le rôle de l'éducation dans cette culture face à l'apocalypse climatique? Waouh! Face à le travail. Quand je vous ai dit qu'ils ont bossé, ils ont bossé. Hein. Ouais, je vois ça. Faut pas arriver en touriste ici. Hein. Dire en gros, qu'est-ce que l'éducation nationale pourrait proposer? C'est ça en fait? Ou l'éducation tout court peut-être. L'éducation face à cette apocalypse climatique. Je sais pas. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait assez? Ah non, bien sûr que non, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez, mais on en fait déjà pas mal. Parce que moi, quand je vois mon gamin en rapport au tri, rapport à plein de choses, il est bien plus en avance que moi. Enfin, il y a des choses sur lesquelles... Alors moi, j'ai des réflexions plus vastes sur les grands groupes industriels, etc., que lui, sur lequel il est moins au clair. Mais en revanche, le quotidien et le fait de faire attention dans son quotidien, il est très, très... beaucoup plus au clair que la génération d'avant, je trouve. Et Ethan, tu as une préoccupation, toi, écologique? Tu fais oui, sans langue de bois, s'il te plaît. Oui, pas mal, notamment sur cette montée des eaux où on a l'impression que tout le monde essaie de faire quelque chose, mais derrière fait pas vraiment grand chose. Enfin, surtout pour les grands groupes. J'ai plus l'impression qu'individuellement les gens essayent, mais justement ces grands groupes ne font rien. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Ouais. Il est bien ce jeune. Non, je suis absolument d'accord. Une dernière question pour Marion. Est-ce que vous pensez qu'un futur où les ultra-riches gouvernent le monde, c'est plus qu'envisageable, comme dans votre roman? Je pense qu'on y est déjà un peu d'ailleurs, en fait. On a les prémices avec des gens comme Elon Musk, tout ça, oui, bien sûr, on est en train d'y aller. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Je crois qu'il y a... Alors, j'ai pas les chiffres exacts, parce que c'est pas mon métier non plus, mais je crois qu'on a 1% peut-être de la population qui gagne l'équivalent de tout le reste de la... Enfin bon... Oui, c'est absolument, c'est déjà inadmissible et profondément injuste. Donc oui, je pense qu'on y va tout droit. Et je voudrais juste rajouter une petite chose qui est pas très joyeuse, mais à un salon que j'ai fait à Paris il y a quelques mois, il y a une personne qui sortait d'une réunion du GIEC ou l'équivalent, qui est venue me voir et qui m'a dit: vous savez, j'ai lu votre livre, vous êtes optimiste. Voilà. 2052.
On va demander à une de tes camarades, c'est Solveig, de se lever et de poser la question auquel j'aimerais que vous puissiez tous répondre. Donc soyez prêts à dégainer avec vos micros, s'il vous plaît. Solveig, nous t'écoutons. Pensez-vous que les mondes que vous avez créés seront possibles dans quelques années? Alors, qui commence? Vos mondes seront-ils possibles? Je crois que vous avez en partie, vous... On a un peu répondu quand même. Vous avez un hélas. petit peu répondu. Qui se lance? J'ai toute une chronologie à la fin du roman. Je pense qu'il faudra plus que quelques années pour en arriver là. Mais effectivement, il est fait allusion à des événements qui ont lieu sur notre planète, notamment en termes d'effondrement climatique, et ces événements-là, en revanche, pourraient se produire dans les années à venir. Après, je ne suis pas scientifique, je ne pourrais pas dire exactement en combien d'années, en combien de temps, mais concrètement, je m'étais vraiment renseignée pour que ces événements-là soient plausibles. Voilà. Ce que je ne souhaite pas, parce que voilà, on parle d'un effondrement assez, qui a des conséquences vraiment dramatiques. Ben, moi, Estelle. de toute manière, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées d'événements qui sont déjà là, juste à peine augmentés. Et par exemple, donc il y a des orages, il y a des coulées de boue vraiment dévastatrices. Et l'année dernière, rien qu'avant de venir au salon de Montreuil, j'étais dans un salon sur la côte d'Opale où il y avait des écoles et des collèges bloqués par des tempêtes qu'ils n'avaient jamais vues avant. Je suis allée dans des salons dans le sud où juste il y avait des classes entières qui avaient eu leur maison, leur village ravagés par des coulées de boue. Ça existe déjà. Donc moi, je me déplace à vélo dans Paris et je vois déjà que personnellement, j'ai des sinus un peu pétés et je peux plus circuler à vélo sans masque anti-pollution. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants de mes amis, donc de ma famille, en région parisienne, qui ont des problèmes respiratoires parfois avant d'avoir 2 ans. Je parle d'éducation et déjà le fait qu'on manque de professeurs dans l'éducation nationale, c'est là de plus en plus en fait. Donc j'ai un tout petit peu poussé les curseurs, mais j'ai poussé les curseurs de choses qui sont là, quoi. Voilà, désolé. Hein. Cédric? Sur ce qui arrive et ce qui est en train d'arriver, et je pense qu'on fait un peu tous et toutes le même constat. Par contre, je pense que quand on écrit une histoire, on réfléchit à quelles peuvent être des réactions et des réponses possibles à tout ça. Et ça, ces réponses, elles sont multiples, on n'est pas prédictif, donc on ne sait pas si la façon du pouvoir de surenchérir va être vraiment celle que j'ai racontée. Est-ce que la façon de répondre des personnes, des individus, des citoyens va être ou non à la hauteur? Peut-être que oui. L'histoire, elle est de toute façon imprévisible. Moi, je suis historien de formation, c'est la seule chose que j'ai comprise, c'est que c'est mal engagé, mais il n'y a jamais d'issue qui peut être écrite. Rien n'est écrit. Si, des livres, heureusement. Oh là, oui, bon, l'enchaînement, il vaut ce qu'il vaut. Mais on fait avec ce qu'on a. Claire Duvivier, on est ravis de vous recevoir. Entrée dans le monde, c'est votre premier roman pour la jeunesse, hein, si je ne m'abuse. Vous êtes autrice en littérature dite de l'imaginaire, notamment avec La Tour de Garde, écrit en alternance avec Guillaume Chamanadjian. Ethan, résume-nous Entrée dans le monde, s'il te plaît. Alors du coup, on suit Xabi ainsi que 25 de ses camarades à l'intérieur du domaine du Danube, un dôme situé sous terre, où les enfants ont grandi entourés de leurs animaux, de leurs babas, ainsi que de leurs tuteurs. Et nos jeunes se préparent doucement à entrer dans le monde, jusqu'à ce que la visite d'un étranger vienne poser des questions, ainsi que tous précipités dans le domaine du Danube. Alors, ton avis, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu es entré dans le livre comme ils sont entrés dans le monde? Je suis entré très facilement, j'ai adoré, il est très bien construit. Il y a plein de questions auxquelles on commence à se poser et on voit qu'elles sont répondues quelques pages plus tard. Et des rebondissements, ils sont incroyables. J'espère que toutes les questions que tu te posais, tu les as pas répondu. Voilà, tu n'as pas trouvé des réponses. Sinon, on va être embêté pour la suite de l'interview. Vas-y, Ethan, on t'écoute. Du coup, les enfants, ils n'ont pas de parents, ils ont du coup des babas, comme vous dites dans le livre. Et pour vous, quelle est la place de l'enseignement dans l'écologie? La place de l'enseignement Dans l'écologie. Dans l'écologie, c'est une place assez fondamentale. Dans le cas des adolescents du Danube, c'est effectivement via cette éducation au vivant, aux relations avec le vivant, qu'ils peuvent tisser des liens aussi étroits avec leurs animaux et avoir tant d'affinité en fait avec tout ce qui vit et qui n'est pas humain.
c'est une éducation un peu particulière qu'ils ont, puisqu'ils n'ont pas de professeur. Ils ont un hologramme qui leur débite les programmes scolaires sur ce qu'ils doivent apprendre. Donc c'est sûr que c'est une éducation un peu particulière, en ça que ça empêche un peu tous les échanges qu'on peut avoir avec un professeur, quand on a besoin d'avoir plus de détails, quand on a besoin d'avoir ah bon, ça s'est vraiment passé comme ça, mais pourquoi, est-ce qu'on peut... Donc forcément, il y a à la fois un côté très différent de l'éducation qu'on peut avoir en France, hein, sur le côté écologie, lien avec le vivant, mais de l'autre, quelque chose de très très linéaire pour tout ce qui est programme d'histoire ou des choses comme ça. Et ça, ils vont se rendre compte au moment où les murs vont s'abattre, va-t-on dire. Alors ce matin sur une radio, j'ai entendu un reportage sur les 2 ans de ChatGPT où un papa conduisait sa voiture et il demandait à ChatGPT d'interroger sa fille sur le cours qu'elle avait eu et d'essayer de faire une espèce de question-réponse comme ça à l'oral. Donc j'avais une pensée pour vous. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est sur Terre, mais... Et pour la gamine dans la voiture, je me disais, le temps d'aller à l'école, on peut quand même un petit peu respirer, rêver, mais non, c'était... oui, respirer un peu sur le chemin de l'école, c'est quand même pas mal, d'autant que gaspiller des ressources en eau assez vitales et d'énergie pour interroger sa gamine avant l'école, je trouve ça un peu... Bon, bref, chacun son truc, mais... Ethan, est-ce que vous avez des inspirations particulières pour le domaine de l'Euphrate ? Vous avez des inspirations particulières pour le domaine de l'Euphrate? Vous allez chercher où, Euphrate? On a une petite idée, mais... tous les peuplements, en fait, donc il y a le Danube, il y a aussi l'Euphrate, ils ont tous des noms de fleuves. Donc je n'explique jamais pourquoi, mais je laisse le lecteur se figurer, en fait, une fois qu'il sait exactement où se passe l'histoire, ce qu'on ne va pas dire. Voilà. Mais oui, j'ai pris des noms de fleuves qui ont une signification particulière dans l'histoire de l'humanité. L'Euphrate, c'est un des berceaux de l'humanité. Le Danube, c'est un fleuve qui culturellement porte beaucoup de choses en Europe. Donc là, on sent qu'on est dans une inspiration un peu plus européenne. Ça traversait l'Empire austro-hongrois, il y a des œuvres musicales qui sont inspirées de ce fleuve. Donc je voulais vraiment que ce soit 2 fleuves qui parlent immédiatement et qui envoient immédiatement un imaginaire précis. En sachant que c'était aussi important pour moi qu'on puisse passer à côté de ces références et quand même apprécier le livre. Donc c'est un petit bonus en plus. Ok. Et il n'y a rien à voir avec, par exemple, la Chine, parce qu'on sent vraiment cette peur du virus et l'encastrement des habitants dans l'Euphrate qu'on peut retrouver en Chine. Il n'y a pas d'inspiration à ce niveau-là? Je n'y pensais pas forcément, mais effectivement, oui, pour moi, je voulais vraiment que ça renvoie à l'Asie, au Proche-Orient, pas forcément la Chine. D'ailleurs, la plupart des habitants, par leur nom, par leur description, on sent qu'ils viennent plutôt du sous-continent indien, plutôt. Et là aussi, il y a des raisons qui ne sont pas forcément expliquées, mais qui peuvent l'être en dehors du livre. Au début, Xabi, il est très seul et pas très populaire, mais finalement, il va un peu devoir porter ce rôle de héros. Et est-ce que Xabi, c'est vraiment un héros du coup de dystopie, ou est-ce que c'est simplement le personnage principal de l'histoire? Je dirais plutôt que c'est le personnage principal. C'est vrai qu'il n'est pas très populaire, il a 2 amis très proches. Après, oui, c'est sûr que c'est pas le grand fêtard de la classe, c'est pas l'intello de la classe, c'est pas le sportif de la classe. C'est celui qui aime les animaux. S'il faut avoir un rôle, en tout cas, c'est le sien. Il adore les animaux, il adore aider les autres enfants avec leurs animaux aussi. Il a une formation un peu de vétérinaire qu'il fait en apprentissage. Il se retrouve dans la posture où il va être amené à se démarquer, à se dépasser pour aller sauver, aider ses camarades. Et il va le faire, je dirais, sans y réfléchir à 2 fois, parce que, en dépit du fait qu'il soit un petit peu à part du reste du groupe, c'est quelqu'un qui a grandi avec cette idée que le collectif était nécessaire et supérieur à l'individu, en fait. On y revient, décidément. On y revient, voilà. Est-ce que, moi j'ai une petite question à vous poser, peut-être à tous les 4 rapidement. Est-ce qu'un héros du présent a les mêmes caractéristiques qu'un héros dans le futur? Très bien, Ethan, à toi. Moi, je dirais oui. Oui. Ouais, c'est pas une question de, là pour le coup, Peu importe. personnellement. Pas des caractéristiques, un peu...
Non, un protagoniste, Non. c'est un protagoniste. Ouais. Après, Ouais. voilà, ça s'exprime Estelle? différemment. Alors, disons pour moi, un héros du présent va plutôt pas avoir les mêmes caractéristiques qu'un héros des cultures et des littératures passées. Et pour rejoindre justement donc, ce qui était dit de l'autre côté de la table, on a eu beaucoup de héros très individualistes, très le héros au-dessus de la foule. Et effectivement, les héros du présent sont peut-être plus des héros du collectif aussi, des héros d'agir ensemble. Alors moi, ça touche une vraie question sur la science-fiction et la façon dont on construit des personnages. Donc ça pourrait durer très longtemps. Mais j'ai enquêté auprès des auteurs et autrices de science-fiction pour savoir comment ils construisaient leurs personnages. À partir du moment où ces personnages étaient dans des mondes futuristes, avec donc une géopolitique et un contexte différent. Et la majorité des auteurs et autrices m'ont fait observer qu'en fait, effectivement, le sentiment, l'émotion sont des constructions sociales, sont des constructions imaginaires. Exemple, il y a des tas de... La saudade brésilienne n'existe pas forcément de la même façon ailleurs. Le sentiment de déshonneur est quelque chose qui a été très fort et qui disparaît. Il y a des tas... Benjamin Fogel, avec qui je discutais, me disait « Moi, je travaille sur la honte. Parce que le sentiment de honte est un sentiment, une émotion, un sentiment qui est en train de disparaître. » Donc, moi, je trouve ça précisément intéressant, en fait, de savoir, de réfléchir à comment un personnage se construit dans un monde futuriste et différent, parce qu'un monde futuriste, il y a quand même de l'espace. Ce ne sera jamais pareil dans tous les coins de Marseille, ce ne sera jamais pareil. C'est pour ça que quand on fait de la jeunesse, du roman jeunesse aussi, où toutes les adolescences ne sont pas les mêmes, en fait, au même endroit, ni au même... Enfin, voilà, ça pourrait être très long. Ok, je vois. Allez, Tan, allons-y. On sent que les animaux, ils ont une très grande importance dans votre roman. Et est-ce que pour vous, la cause animale, c'est important ? Oui, tout à fait. Après, la cause animale, ça fait partie d'un tout. Pour moi, tout ce qui est conscience environnementale, ça ne peut pas se faire sans une attention particulière pour la cause animale, parce que ça fait partie du vivant, en fait, au même titre que nous. Hein. Et c'était aussi pour ça que je voulais que ces animaux soient si présents, en fait, dans mon roman. Je trouvais, c'est expliqué un peu plus tard dans le roman, mais effectivement, l'idée, c'est de créer une nouvelle humanité qui soit plus sensible aux sœurs du vivant et des animaux, du fait que ce sont des enfants qui ont grandi toujours en espèce de symbiose affective avec ces animaux-là. Donc symbiose, c'est-à-dire vraiment dépendre l'un de l'autre. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu de toute façon au fil des siècles. Le sauvage, le vivant est toujours plus en plus loin. Maintenant, il revient un peu au galop, ça peut causer notamment des épidémies, on en parlait tout à l'heure, et on en a peur du coup, parce que c'est le danger, parce que c'est quelque chose de sale, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas domestiquer, qu'on n'a pas réussi à exterminer. Je pense que cette pensée, on pourra lutter contre qu'en créant une nouvelle relation avec tout ce qui est vivant et qui n'est pas forcément humain. Et ça peut se faire justement que par l'éducation, pour rejoindre la première question que tu m'avais posée. Merci beaucoup Claire, restez avec nous. On va faire un petit tour du côté de la Grande Ourse 2024 qui a été attribuée, vous le savez, à Suzanne Morgenstern, une autrice incontournable. C'est avec elle que nous passons la semaine et ça s'appelle Le Feuilleton de la Grande Ourse et c'est maintenant, tiens. Voilà, c'est la fondation de ma vie. Moi, la petite dernière, avec mes sœurs, Effie au milieu, Sandra. Elles m'ont protégée autant qu'elles m'ont tourmentée. Par exemple, en m'appelant Cendrillon. Cinderella. Cinderella. Je l'entends encore dans ma tête. Je parle avec ma sœur Effie plusieurs fois par jour. On n'a jamais coupé le cordon. C'est vraiment la fondation de ma vie, être sœur. Sœur, ça rime pour moi avec cœur. Le futur se transformera-t-il en cauchemar? C'est le thème de ce café littéraire. En tout cas, tous les auteurs autour de la table ont comme solution le collectif. On parle beaucoup de collectif comme solution pour transformer ce futur, non pas en cauchemar, mais quelque chose qu'on a envie de vivre tous ensemble. Nous sommes avec Cédric Fabre, nous sommes avec Marion Brunet, nous sommes avec Claire Duvivier, avec Estelle Faye pour l'été de la Reine Bleue chez Nathan. Estelle, vous naviguez entre littérature jeunesse et celle de l'imaginaire. C'est votre seconde participation ici
au Café littéraire et pas la dernière, j'espère bien. Vous êtes en sélection pépite catégorie fiction junior pour le défi d'Yaran Cherajo. Mais pour nous vous recevons aujourd'hui pour L'été de la Reine Bleue, un roman épistolaire, comme on dit, mais attention, extrêmement moderne. Ethan. On est du coup dans un futur dystopique où les humains ont fui les côtes pour se regrouper dans des grandes villes où la pollution y est très dense, beaucoup trop pour les poumons de notre héroïne qui doit malheureusement fuir Paris pour habiter à la campagne ou loin de ses habitudes de la ville. Alors, qu'en as-tu pensé? Et ta première question? J'ai adoré. Il était très court et on en voulait plus. Mais à la fin, on se dit, il n'y a pas besoin en fait. Il est très bien comme ça. Merci. C'est pas mal ça. J'aime bien. Ça suffit. On est carré. On est bien. Ethan, ta première question. Pourquoi avoir choisi justement cette forme du journal intime, épistolaire pour le roman? Alors en fait, c'est pas le roman que j'aurais dû écrire. J'avais parlé d'un projet complètement différent avec mon éditeur. Et puis, le projet sur lequel je travaillais était un peu redondant. Et je me retrouvais dans la maison de ma famille en Charente-Maritime, pas loin de La Rochelle, pour ceux qui connaissent, où je vais beaucoup écrire l'été. Et là, tout à coup, j'ai cette histoire qui m'est apparue, mais vraiment, je l'ai écrite en 2 jours, en fait. J'ai appelé mon éditeur. 2 jours? J'ai appelé mon éditeur et je lui ai dit oui, non, mais ça faisait 3 semaines que j'arrivais pas à écrire autre chose. Donc, oui, l'obsession. Voilà. Et je lui ai dit bah, écoute, je change complètement de genre. Si je te fais de la dystopie, est-ce que ça va? Et comme c'est un super éditeur, il a dit oui. Et je lui ai envoyé ça. Et en fait, c'est beaucoup de thèmes. J'en ai parlé tout à l'heure qui parlent d'aujourd'hui, qui parlent de ce que je vois autour de moi, de ce que je vis, de ce que vivent mes proches, mes amis, et de thèmes qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc, c'est arrivé un peu comme si ça devait sortir de ma tête. Il fallait quelque part que je le mette sur papier. Il fallait que j'en parle avec le reste du monde. Et il s'est écrit très vite pour ça, en fait. Et la forme du roman, la forme un peu roman par lettre, je pense que c'est venu de là aussi. C'est un personnage qui parle à son amie Chloé, mais qui, quelque part, parle au lecteur. Parce que vraiment, c'était quelque chose que je voulais vous dire. C'est étonnant parce que la forme épistolaire, on peut se dire c'est daté, ça fait il y a quelque chose de presque de suranné, alors que nous sommes dans l'anticipation. C'est une espèce de contradiction qui est intéressante aussi. En même temps, je trouve que l'écrit revient beaucoup. Et par exemple, moi, je fais partie de la génération qui aime encore décrocher son téléphone pour parler aux gens. Et je me rends compte que ne serait-ce que pour des amis qui ont 10 ans, 15 ans de moins que moi, elles préfèrent vraiment passer par l'écrit, que ce soit par des messages Discord, Messenger et tout ça. Enfin, voilà. Et donc, l'écrit revient en fait aussi. Et mine de rien, même, il y a des chaînes de lettres qui reviennent à la mode et tout. Et l'écrit n'a pas vraiment disparu. Vas-y, Ethan. On en sait finalement très peu sur notre héroïne. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Notre héroïne, elle représente quelque part la jeunesse des banlieues de cette époque. Et donc, à la fois, elle a évidemment son caractère à elle, mais elle est un peu porteur de n'importe quelle adolescente de cette époque-là. Et donc, c'est pour ça, quelque part, elle est un peu neutre. Par exemple, une question qu'on s'est posée avec l'éditeur, c'est est-ce qu'elle va avoir un prénom? Et pour moi, elle ne devait pas avoir un prénom parce qu'elle est celle qui porte ce futur autant qu'elle est un personnage, en fait. Nous, on a beaucoup été touchés par l'histoire d'amour que vous avez écrite avec l'héroïne et Gilles. Et pour vous, est-ce que l'amour, c'est finalement une façon de sauver notre héroïne de cet enfer? En fait, on est dans un monde qui est très dur. Et une des choses qui m'intéresse, c'est comment dans des mondes qui, oui, vont être difficiles, parce que c'est vers ça qu'on va, comment on va arriver malgré tout, non seulement à survivre, mais à vivre, à trouver quelque chose à quoi s'accrocher dans la vie. Et effectivement, le lien avec les autres, que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié, etc., c'est ça aussi qui permet de s'accrocher, c'est ça qui permet de rester vivant. Donc qu'est-ce qui est vraiment important quand on a autant perdu? Et pour moi, c'est une des grandes questions que doit poser l'anticipation, la dystopie maintenant, parce que, voilà, moi j'ai grandi dans une génération où on nous prédisait des avenirs super radieux et tout, et objectivement, ça n'a pas fait beaucoup de bien à ma génération. J'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, mais désespérer le monde pour désespérer le monde, c'est pas une solution non plus. Donc une littérature de solution. En tout cas, une littérature de comment on va y arriver quand même, comment on peut vivre quand même. Et qui pose des questions, qui n'apporte pas toutes les réponses, parce que je les ai pas, toutes les réponses, personne les a, mais commencer au moins à se dire comment vivre, même si ça devient difficile vraiment parfois.
Vas-y, Ethan. Gilles, elle a un implant du coup, qui lui permet de respirer sous l'eau et on touche ici au transhumanisme. Elle est d'ailleurs traitée de fric par certains de ses camarades. Et pour vous, est-ce que les innovations techniques et médicales peuvent aller trop loin et ou sont déjà allées trop loin? Ou peuvent-ils aussi peut-être nous sauver? Alors il y a deux courants d'école. Après, au-delà d'une réflexion sur le transhumanisme, c'est surtout l'idée quelle solution pour demain? Et est-ce que de chercher à sauvegarder au maximum le mode de vie d'avant, c'est une solution? Et le fait que, voilà, que là, elle puisse aller dans l'océan, elle puisse aller ailleurs, construire une vie ailleurs, c'est surtout transmettre cette idée qu'on va peut-être trouver d'autres moyens de vivre. Mais je vois notamment dans ma génération des gens qui s'accrochent à fond à un mode de vie du passé. Même avec l'élection Trump, on voit c'est des Américains qui veulent recréer un mode de vie des années 50, qui en plus n'est même pas le vrai mode de vie des années 50, qui est le fantasme qu'ils s'en font, quoi. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment fantasmer à recréer un mode de vie ancien parce qu'on le voit comme un âge d'or? Je suis vraiment pas sûre. Ou est-ce qu'il faut chercher autre chose, en fait? Et là, l'idée qu'elle aille dans l'océan, c'est qu'elle cherche autre chose. Autre chose qui passe par de la technologie, mais pas que, en fait, parce que la technologie, c'est pas une baguette magique qui va nous sauver. Et même ce qu'on voit, on parlait de ChatGPT tout à l'heure. ChatGPT, c'est merveilleux. On a trouvé une technologie pour apporter des réponses fausses, là où avant, il y avait des réponses exactes. Et en plus, ça coûte plus cher en eau, en énergie, etc., d'avoir une réponse fausse ou une mauvaise information, là où avant, on avait une réponse exacte. Donc les dérives technologiques, je pense qu'on les voit là de manière assez, assez caractérisée. Donc la technologie, c'est aussi un outil, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, moi, je suis fille de prof de physique, donc je ne vais pas dire la technologie, c'est mal, je ne vais pas dire la technologie, c'est bien. Ce que j'ai vu avec mes parents, c'est un outil, quoi. Merci Estelle. On va garder ces quelques minutes qui nous restent pour faire un tour de vos livres références, si vous voulez bien. On commence avec vous, si vous voulez bien vous lever et nous présenter le livre que vous avez choisi rapidement. Alors nous, on a amené 2 livres. Donc le premier, c'est L'année de grâce. Donc c'est une dystopie un peu entre La Servante écarlate, Sa Majesté des mouches et Hunger Games. Donc on est dans une société assez patriarcale où toutes les filles de 16 ans vont partir pendant une année pour faire ce qu'on appelle l'année de grâce. Et quand elles reviennent, si elles reviennent, parce que toutes ne reviennent pas, elles sont souvent changées. Et dans cette société, on ne parle jamais de l'année de grâce. Et du coup, on va suivre Tierney, une jeune fille de 16 ans qui va faire son année de grâce et qui va nous révéler tout au long du livre ce qui se passe vraiment durant cette année, qui est un vrai mystère dans cette société. Merci beaucoup. Je crois un deuxième, vous avez... Vas-y. Le deuxième livre, c'est une BD. Oui, alors je veux bien que tu lui tiennes. Voilà. Tiens-lui le livre ou le micro, mais un des deux. Voilà, on va pas te laisser toute seule. Ça s'appelle Horizon climatique, rencontre avec 9 scientifiques du GIEC. C'est d'Iris Amata Dion et Xavier Henrion. C'est une BD documentaire sur les enjeux du développement climatique. On va suivre les 2 personnages principaux qui rencontrent les 9 scientifiques du GIEC. Et chaque chapitre, c'est une personne différente et des trucs qui s'expliquent qui sont différents. Il y a des graphiques et tout, il y a plein de chiffres. D'accord. C'est sorti chez Glénat. Alors allons-y, faisons notre petit tour de table. Allons-y, Cédric, je vous écoute. Alors donc, ils sont chiens. Un livre fondateur, c'est ça hein, le postulat de départ. Alors on a des tas de livres fondateurs qui datent de notre adolescence ou de nos enfances ou de notre enfance. Tout à l'heure j'ai entendu Sa Majesté des mouches, ce serait ça un livre pour moi fondateur. Ça c'est un livre fondateur de mes années 2000 parce qu'on se refonde fondamentalement et en permanence. On revoit un peu nos classiques. Ça s'appelle Un gars et son chien, la fin du monde, d'un auteur écossais qui s'appelle Fletcher. Et c'est après une catastrophe dont on ne connaît pas l'origine. En Écosse, les communautés sont... donc le monde est en ruine. Une communauté est installée, des pêcheurs. Et il y a un ado qui s'appelle Grise et qui, pour des raisons multiples, va quitter sa communauté pour aller à la rencontre du monde. Un peu l'histoire le pitch de départ, ça me fait penser à l'histoire de Claire. Et en fait, il a du monde une vision simplement qu'à partir de tous les livres qu'il a lus. Donc, et c'est ce qui m'a donné moi envie d'écrire de la jeunesse. Voilà.
Claire. Eh ben moi, j'ai choisi un livre que j'ai lu ado et qui m'a beaucoup plu. Et que j'ai Vous n'êtes pas la beaucoup seule. lu. Apparemment, derrière, en coulisses, on dit ah oui, c'est un livre fondateur. Le Passeur de Loïs Lowry. Donc on suit Jonas qui vit dans une petite communauté avec ses parents, sa sœur, tout autour d'eux. C'est que des familles comme ça, de 2 parents, 2 enfants, un garçon, une fille. Arrivent les 12 ans des enfants de la communauté, enfin de la tranche d'âge de 12 ans. C'est l'âge auquel on leur donne leur futur métier, leur vocation. Et il se trouve que Jonas a une petite particularité qui fait qu'on va lui donner comme destin d'être le dépositaire de la mémoire. Il va travailler avec le dépositaire de la mémoire actuelle. On va se rendre compte qu'en fait, cette petite communauté qui paraît toute dorée, toute tranquille et toute gentille, repose sur un tas d'atrocités qu'on va découvrir au fur et à mesure. Le dépositaire de la mémoire, c'est lui qui conserve tous les souvenirs du monde d'avant. Donc les beaux souvenirs, les rayons de soleil, les descentes en luge, des choses comme ça, et les souvenirs horribles de faim, de guerre, les souvenirs les plus atroces qu'il va transmettre peu à peu à Jonas et qui va se rendre compte que tout ce qu'il a connu est effectivement une sorte de cauchemar. Et la question, c'est comment sortir, comment va-t-il lui parvenir à sortir de ce cauchemar. Donc vraiment, je conseille, c'est incroyable. Marion ? Ça donne très envie. Oui, elle a bien vendu. Hein. Ouais. Comme je disais, j'ai choisi un gros classique, moi, 1984 de George Orwell. Mais j'en parle un peu. Oui, rapidement. C'est obligé. Ouais, on est dans un monde qui fonctionne sous l'égide d'une figure paternaliste, on va dire, qui est Big Brother, donc qui est censé protéger les citoyens. Et sous le fonctionnement de la police de la pensée, tout simplement. Voilà. Donc il y a une surveillance extrême qui est poussée très loin et une vérité qui est flottante. En fait, il n'y a pas vraiment de vérité, il y a seulement la vérité qu'impose la police de la pensée. Et ça pose tout un tas de questions extrêmement intéressantes et tellement d'actualité. Tellement d'actualité. Voilà, vraiment ça, c'est incontournable. Incontournable. Donc moi j'ai pris un livre positif, ça va un peu trop. Yes. Voilà. En fait, c'est donc dans les livres vraiment de mon enfance qui m'ont fait accrocher à la science-fiction, parce que ma mère est une grande lectrice de SF depuis toujours. Et elle a une bibliothèque pleine des vieux poches qui avaient des couvertures hyper étranges. Vous n'avez pas connu, mais si vous cherchez, vous allez voir, il y a des couvertures très psychédéliques. Là, c'est pas le vieux poche de mon enfance parce qu'il est chez mes parents en Charente-Maritime. C'était un peu loin pour le rechercher. Et donc, c'est les chroniques martiennes. Grosso modo, c'est des humains qui vont s'installer sur Mars. Ça brasse plein de thèmes que j'adore en science-fiction. Le rapport à autrui, le rapport à l'altérité, à un paysage différent. Après, je l'ai lu à une époque où encore on pouvait se dire « Ouais, quand j'aurai 40 ans, il y a des gens qui iront sur Mars et ce sera cool ». Maintenant, je suis plutôt en train de me dire « Non, on n'ira pas sur Mars, en tout cas j'espère, parce que sinon ça va être le rêve dystopique d'Elon Musk ». Mais il y a un passage qui m'a beaucoup marqué et qui, je pense, a toujours une valeur maintenant. C'est qu'il y a quelqu'un qui fait planter des arbres sur Mars. Il y a des arbres qui poussent sur Mars. Et peut-être que ça, c'est un rêve qui dépasse justement la science-fiction, qui dépasse Mars. Une des grandes questions que pose la littérature, c'est qu'est-ce qu'on va rendre désirable. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de rendre ça désirable. De planter des arbres et pas justement de pourrir la planète avec des SUV, avec ChatGPT, mais voilà, de retrouver des forêts. D'autres livres autour de cette thématique, c'est Kiboukin. Petit florilège de titres à découvrir sur Kiboukin autour des rêves futurs. Terra Animalia de Patrick Mallet et Tom Tirabosco aux éditions La Joie de lire. Vivante de Stéphane Biens aux éditions Espace 34. Les révoltés de l'Oasis de Lucide Derouin aux éditions Bang. Fêlure bleue de Jérôme Leroy aux éditions Syros. Nous de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Et chez vous, Kiboukin. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur slpj.fr/Kiboukin. Allez, l'heure de se dire au revoir, de remercier Cédric, Marion, Claire, Estelle et Ethan, et de remercier aussi le lycée Charles de Gaulle et Madame Grison pour le super boulot qu'ils ont effectué. Bravo à tous. On se retrouve demain. Bye bye.